Bonjour à tous, merci d'être venus à cette conférence. On va voir ensemble comment vous pouvez transformer vos API REST en des API streamés. Pour me présenter rapidement, je suis full stack développeur chez Sagi. Alors ça ne veut pas dire que je fais du PHP côté serveur et côté front. Je suis une méchante javaïste qui fait du JavaScript côté front. Personne n'est parfait. Je suis aussi co-leader de Devoxx for Kids en France. Ça, je vous en parlerai ce soir en Lightning Talk. Et vous pouvez me retrouver sur Twitter avec le handle qui va bien. Alors, je pense que vous l'avez déjà remarqué, mais le temps réel, c'est la nouvelle norme. C'est ce qu'on a dans toutes nos applications, que ce soit les applications qu'on utilise dans notre vie perso ou celles qu'on utilise dans notre vie pro. C'est ce que les utilisateurs attendent de nous maintenant. Le problème, c'est qu'en général, nous, quand on essaye de mettre du temps réel dans les applications, on commence par mettre un refresh button, ce qui n'est pas vraiment la meilleure façon d'entamer une relation heureuse et épanouie avec ses utilisateurs. Hein. Ça, c'est moi devant un refresh button. Et puis, il n'est pas bête, l'utilisateur. Hein. Il sait très bien que quand vous mettez un refresh button, derrière, il va avoir le doigt à l'écran de chargement de la mort qui tue. Voilà. Et puis cet écran-là, s'il reste trop longtemps, hein, ça ne va pas être compliqué. L'utilisateur, globalement, il va quitter l'application et il reviendra peut-être jamais. Et ça, c'est pas vraiment ce qu'on veut. Donc, on a besoin de temps réel parce que tout simplement, ces petites applications là qui nous l'amènent dans notre vie de tous les jours, ça a créé quelque chose de nouveau. Ça a créé ce qu'on appelle the FOMO. The fear of missing out, donc la peur de louper quelque chose, hein, concrètement. Et quand je vois ces trois petits points là qui dansent, je me dis... Oh, il y a quelque chose qui est en train de se passer, il y a quelque chose qui arrive, et je veux savoir ce qui va se passer. Alors du coup, je reste dans l'application. Mais on n'a pas l'air très malin après. Hein, bon, voilà. Mais c'est ce qui se passe. Donc concrètement, on va avoir besoin de streamer nos API. Et pour streamer nos API, en général, il y a plusieurs solutions qui sont évoquées. Alors souvent, on entend parler de polling et de long polling, mais on entend également parler de webhook, de WebSub. Alors celui-là, vous avez l'impression que vous ne le connaissez pas. En vrai, vous le connaissez. Vous allez voir après. De WebSocket et de Server Sent Events. Alors Server Sent Events, je ne suis pas sûre que vous le connaissiez. Donc ça va être intéressant de le découvrir. Donc on va aller voir chaque technologie un peu plus en profondeur. Mais ce qu'il faut garder à l'esprit, en fait, c'est que le choix de la technologie, il va être vraiment dépendant de deux choses. La première, ça va être de la fréquence. Est-ce que votre donnée, c'est une donnée qui est mise à jour de manière régulière et prédictible, comme les données de marché, par exemple, qui sont mises à jour toutes les secondes, ou est-ce que c'est complètement aléatoire? En gros, est-ce que c'est des données ou est-ce que c'est des événements? Et puis, de l'usage qui en est fait. Est-ce que c'est une donnée qui va être consommée quand elle arrive, ou est-ce que c'est plutôt quelque chose qui va déclencher un workflow? Donc là encore, on retrouve la notion de données et événements. Donc on va garder ça à l'esprit et on va voir quelle solution on peut utiliser. Alors, on va attaquer avec le polling, mon préféré. Alors le polling, dans le monde merveilleux et fantastique de la théorie, où j'aimerais beaucoup vivre parce que je suis sûre qu'il y a des licornes, ça se passe comme ça. Donc je fais une requête et puis j'attends la réponse. Et puis je refais une requête et puis j'ai une nouvelle réponse. Waouh. Puis je refais une requête. Waouh, j'ai une nouvelle réponse. C'est cool, hein? Ouais, ça c'est la théorie. Parce qu'en pratique, ça se passe plutôt comme ça. Donc les gens chez Zapier, je ne sais pas si tout le monde est familier avec Zapier. En fait, Zapier, c'est une application qui va vous permettre de créer vos propres workflows avec les applications que vous utilisez régulièrement. Donc par exemple, vous pouvez dire, chaque fois que je reçois un email avec une pièce jointe, dans ma boîte Gmail, je veux enregistrer cette pièce jointe dans ma Dropbox. Okay. Donc ils ont fait pas mal d'études justement sur tout ce qui est polling et ils se sont rendus compte qu'il y avait quand même 98,5% des appels qui étaient juste en vain, qui partaient à la poubelle. Parce qu'en réalité, vous allez faire un paquet d'appels avant d'avoir une nouvelle donnée à consommer. Et le problème avec le polling, c'est que comment est-ce que vous faites de la récupération si la connexion a coupé pour quelque raison que ce soit? Comment est-ce que vous allez savoir quelle est la donnée qui vous manque dans l'intervalle? Donc le polling, c'est pas vraiment une solution. Hein. On oublie, on arrête. C'est plus un hack qu'autre chose, en fait. Maintenant, on va passer aux vraies solutions. Et on va commencer par les webhooks. Alors, les webhooks, que vous pouvez aussi trouver sous le nom de User Defined HTTP Callback ou User Post Defined HTTP Callback. C'est un concept, une méthode. Il n'y a pas de spec, c'est pas une W3C recommendation, c'est que dalle, hein, c'est griffonné sur un bout de papier. En l'occurrence, un site web que vous trouverez à cette adresse. Il y a pas mal de docs dessus, il y a un Google Group qui est assez actif, donc ça peut être intéressant si vous avez des questions pour implémenter ça. Et puis, ils ont aussi un logo, ils ont un super logo. Et en fait, à partir de là, c'est YOLO. Hein. Tout le monde le fait comme il veut. Alors, on va quand même essayer de voir comment ça se passe normalement en théorie. Hein.
Donc en théorie, les webhooks, c'est ça. Ce qui va se passer, c'est que le consommateur de l'API, il va envoyer une requête post en disant, bah voilà, je voudrais souscrire à cette ressource et ça, c'est mon URL de callback. Et l'API provider, lui, il va dire, OK, c'est bon, j'ai créé la souscription, c'est enregistré. Et puis à chaque fois qu'il va avoir des nouvelles données à envoyer, eh bien, il va faire une requête post sur la callback URL que vous lui avez donnée juste avant, et puis vous allez retrouver le contenu de la donnée dans le payload. Jusqu'ici, plutôt simple. Bon, en réalité, il va y avoir un petit peu de boulot avant de l'utiliser, hein, c'est pas juste comme ça. Alors déjà, en tant que consommateur d'API, il va falloir que vous donniez une callback URL, et il va falloir qu'elle soit accessible de l'extérieur. Donc pas de proxy, pas de localhost. En tant qu'API provider, là, vous avez un peu plus de taf. Déjà, il va falloir commencer par créer 2 ressources. Un premier qui va être le... Enfin, bon, ça, c'est le plus parfait, hein, mais vous pouvez vous contenter d'avoir une ressource pour créer les souscriptions. Mais idéalement, ce serait d'avoir une ressource /webhook avec une méthode get qui va vous renvoyer la liste des webhooks qui sont disponibles et une méthode post qui va vous permettre de créer votre abonnement. Et puis une autre ressource qui sera /webhook/id. Alors le get, concrètement, il renverra les données, hein, ça fait un petit peu comme un poll pour du debug. Le put, lui, il servira à mettre à jour la souscription, parce que peut-être que ma callback URL, elle a changé en cours de route. Et le delete à fermer la souscription. Et ensuite vient la partie la plus importante. En tant qu'API provider, il va falloir que vous implémentiez la queue de traitement des événements. Alors, il y a plusieurs solutions. La première, les inline HTTP requests, c'est pas vraiment une solution. Il y a des gens qui le font. Moi, je ne le recommanderais pas en dehors d'un prototype, parce que tout simplement, ça ne va pas du tout scaler. Ça veut dire que concrètement, vous allez, à chaque fois que vous avez un nouvel événement à envoyer, vous allez faire louper sur vos abonnements, et puis vous allez envoyer manuellement la souscription à tous les abonnements. Donc il va falloir gérer les cas d'erreur, les retries, tout ce qui peut mal se passer et qui va mal se passer, il ne faut pas se leurrer. C'est pour ça que ça va retarder d'autant vos réponses, c'est pas génial en fait. Mais en prototype, ça peut passer. La deuxième solution, c'est d'utiliser votre base de données SQL préférée. Donc en fait, à chaque fois que vous allez avoir un nouvel événement à envoyer, vous allez enregistrer une nouvelle entrée dans votre base de données, et puis vous allez avoir un cron, par exemple, qui va passer et qui va s'occuper de l'envoyer. Là encore, ça ne scale pas des masses, mais c'est toujours une bonne solution si vous ne pouvez pas, par exemple, vous permettre de rajouter une autre, la solution qu'on va voir après, finalement, un AMQP broker dans votre stack technique. Ça arrive, des fois on est bloqué, et dans ce cas-là, bon, ça peut faire le boulot. Mais donc l'idéal, ce serait plutôt de se dire, j'ai déjà un RabbitMQ ou un Reddit en place, ou whatever, et je le reprends et je vais lui confier justement la tâche d'envoyer ces notifications, parce que lui, il sait super bien faire ça, ça va préserver les ressources de ma base de données et tout le monde sera heureux. Le batch, c'est une solution qui est à considérer si vous savez d'avance que vous allez envoyer un très 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 grand nombre d'événements. Facebook, par exemple, c'est ce qu'ils utilisent, ils font du batch et ils envoient des requêtes toutes les 5 secondes, ou s'il y a plus de 1000 événements, 1000 notifications qui n'ont pas été envoyées. Donc, bon, c'est peut-être un cas d'usage un peu extrême et pas forcément courant pour nous, mais c'est à garder à l'esprit. Et ensuite vient la dernière partie de votre travail en tant qu'API provider, et pas des moindres. Il va falloir donner à vos utilisateurs, à vos consommateurs d'API, une belle interface pour qu'ils puissent créer leur webhook. Alors là, j'ai pris comme exemple celle de GitHub, parce que c'est un petit peu, je pense que c'est un des meilleurs exemples qu'on puisse trouver. Donc c'est assez simple, en fait, sur chaque repository ou chaque organisation dont vous êtes propriétaire, vous pouvez tout simplement aller dans le menu Settings, puis dans le menu Webhooks, et créer votre petit webhook. Vous allez lui donner, alors payload URL, en fait, c'est votre callback URL. Vous choisissez si vous voulez du JSON ou du XML. Ouais, là, c'est un petit peu le luxe, on a même le choix sur le format qu'on récupère. Et puis ensuite, on va lui dire, je suis intéressé uniquement par les push events, ça c'est le truc par défaut, ou alors je veux tout recevoir, ou alors je veux juste recevoir quelques événements en particulier. Et une fois que votre abonnement est créé, vous allez recevoir ça, ce qui est... alors, j'adore celui de GitHub parce que vous avez un truc là génial, le XGitHub Event Header, qui vous dit précisément ce qui s'est passé. Si c'était une issues, si c'est un merge, une pull request, je ne sais quoi, vous savez ce qui se passe, et dans le payload, vous avez tous les détails.
Alors maintenant, on va regarder les pour et les contre du webhook. Quand la techno est arrivée, il y a plein de gens qui se sont dit « Ah, c'est génial, enfin des mises à jour en temps réel pour de vrai ». En fait, c'est presque temps réel, hein, parce que quand on est sur du batch et qu'on a 5 secondes de délai, c'est pas du temps réel, hein, surtout pour des données de finance, par exemple. Je vous dis ça parce que j'étais à une conf l'an dernier, c'est ce qui m'a énervé et qui m'a donné l'envie de faire ce sujet-là, où il y avait un speaker qui disait « Ah oui, pour faire du temps réel avec des données boursières, mettez des webhooks. Oui, ça va bien se passer, oui. Voilà, donc c'est du presque temps réel. C'est déjà cool, hein, mais il faut garder à l'esprit que sur de la donnée vitale, comme l'est la donnée financière, c'est pas la solution ultime. On n'a pas besoin de ressources dédiées, parce que quand on faisait du polling ou du long polling typiquement, donc le long polling c'est la variante où on garde la session ouverte jusqu'à ce qu'il y ait quelque chose de nouveau à renvoyer par le serveur. C'est génial. Donc là en général on avait un joli petit serveur qui tournait dans un coin juste pour ça, c'était sympa. Ce qu'on n'a plus besoin de faire, ça c'est déjà pas mal. On sait le consommer assez facilement parce qu'au final, c'est une requête POST et une requête POST, c'est une requête HTTP, on en consomme tous les jours, donc jusque-là, tout va bien. Et ça s'intègre facilement puisque tout ce dont on a besoin, c'est un serveur web, ce qu'on a déjà probablement. Maintenant, si on considère les contres, déjà au niveau de l'expérience utilisateur, c'est pas vraiment génial. Je vous ai montré GitHub, hein, qui bien évidemment est l'un des meilleurs cas qu'on puisse, je pense, envisager, mais il y a plein de providers de webhook où ça sera pas aussi cool. Twitter, par exemple, je leur ai demandé il y a un mois une autorisation. Je l'attends toujours. Voilà. Au niveau du debugging, je ne vais pas vous mentir, c'est juste un cauchemar. Pour l'expliquer concrètement, il y a des entreprises qui ont fondé leur business model sur le debugging de webhooks. C'est que ça se passe bien. Ici, c'est asynchrone, donc c'est l'enfer. C'est pas consommable par tous les clients. C'est-à-dire que mon smartphone, concrètement, les webhooks, ça lui fait ni chaud ni froid. Hein. Voilà. Et puis le dernier problème, c'est que le setup est toujours manuel. On ne peut pas faire un setup automatique, créer des webhooks automatiquement. Donc ça, c'est un petit peu bloquant dans l'utilisation qu'on en fait. Alors, il y a aussi quelques problématiques qui sont bien connues avec les webhooks et qu'il faut avoir en tête. La première, qui est commune aux consommateurs et aux API providers, c'est l'attaque DDoS. En fait, les deux vont exposer publiquement une ressource qui est accessible par tout le monde, hein, potentiellement. Donc, on peut très bien imaginer, soit que, en tant que consommateur, vous vous êtes fait votre URL de callback a été catché par quelqu'un avec des intentions peu honorables et qui va vous abonner à un tas de trucs que vous n'avez pas demandé, de notifications que vous n'avez pas demandé, et ça va finir par causer une attaque DDoS sur votre serveur. Côté API provider, c'est un peu le même problème. On peut imaginer, par exemple, un truc qui va recréer des callbacks à chaque fois qu'il reçoit un événement, etc. Donc ça va finir par une attaque DDoS aussi. Et puis, en fait, plus simplement, sans qu'il y ait d'intention malicieuse derrière, ce qui peut se passer, c'est que votre serveur n'est pas capable de gérer le nombre de requêtes qui va se prendre de l'API provider. Et dans ce cas-là, vous allez finir avec une attaque DDoS aussi. Le deuxième problème, c'est les notifications manquées. Parce que ce qui va se passer, c'est que l'API provider n'a aucune obligation de vérifier que vous avez bien reçu la notification. Hein. Lui, dans les specs, il n'y a rien parce qu'il n'y a pas de spec. Et du coup, si votre serveur est, pour quelque raison que ce soit KO, potentiellement, vous allez manquer des événements. Et alors après, c'est là que c'est rigolo. Parce que si votre API provider en a quelque chose à faire de votre réponse, mais que vous ne répondez pas correctement, ça peut arriver, hein, votre serveur ne retourne pas la réponse espérée, mais il a quand même bien enregistré la notification. Et bien là, vous allez recevoir des duplications. Parce que Facebook, par exemple, il va renvoyer immédiatement, puis il va continuer pendant 24 heures. Alors, la fréquence de l'envoi va diminuer au fil des 24 heures, mais il va vous renvoyer l'événement encore et encore et encore jusqu'à ce que vous l'ayez enregistré et que vous répondiez avec le code qu'il attend. Donc, un autre problème à gérer. Du coup, je vous ai fait une petite checklist. Toujours Pinkie Pie approved, hein, ça c'est important. On est dans le web. Hein. Moi, on m'a dit, quand tu fais du web, tu mets des poneys partout. J'ai mis des poneys partout. Alors, la première chose à faire en tant que consommateur d'API, en fait, c'est d'avoir, idéalement, c'est d'avoir un callback par webhook et vous le faites, mais le moins compréhensible possible. C'est pas la peine de suivre votre joli schema d'API, là, vous savez, avec vos ressources bien déclarées. Non, vous faites un truc que seul l'ordinateur comprendra et ça sera très bien. Et idéalement, le fait d'en avoir une par ressource, ça sera un petit peu plus facile quand il faudra débugger.
Vérifiez quelles sont les réponses attendues, s'il y en a une, s'il n'y en a pas, et laquelle est-elle, par votre provider d'API. Vérifiez que vous êtes capable de tenir la charge, que votre serveur va tenir la charge du nombre de requêtes qu'il va recevoir. Vérifiez la taille du payload que vous allez recevoir. Celle-ci, je sais qu'elle peut sembler bizarre. En fait, ce qui se passe, c'est que GitHub, par exemple, il bloque les payloads à 5 mégas. Donc, si vous avez, je sais pas, vous êtes mis sur, vous avez un repository, mais qui est super populaire, Symfony, et puis vous vous êtes abonné à tous les événements, et bien en fait, quand ça va dépasser 5 megs, vous les aurez pas les événements, il les enverra pas. Voilà. Et puis la dernière chose, c'est soyez sûr que vous savez gérer du coup les doublons. Et en tant qu'API provider, en fait, eh ben, c'est pas dans les specs, puisque YOLO, tout ça, mais mettez un mécanisme d'authentification, ça sera juste, ça rendra la vie plus belle pour vos utilisateurs, mais aussi pour vous. Alors du coup, partant de ce constat que bon, les webhooks c'était bien, mais perfectible, il y a des gens qui se sont dit ah, on va essayer de faire un petit peu mieux, et donc est arrivé le concept de WebSub. Alors, WebSub, là, comme ça, vous avez l'impression que vous ne connaissez pas. En fait, avant, ça s'appelait PubSub Hub, PubSub ou Push. On le retrouvait sur plusieurs noms. C'est un protocole, un open protocol, et c'est une recommandation du W3C, enfin proposition depuis avril 2017. Donc concrètement, c'est le moment où les gars du marketing sont rentrés dans le game en se disant PubSub Hub, c'est pas très vendeur. Bah non. Donc maintenant, ça s'appelle WebSub. Hein. Donc on se base encore sur le Publish Subscribe Pattern, mais cette fois on a la notion de topic qui revient tout le temps. En fait, concrètement, une topic c'est juste une ressource. Hein. Mais comme le terme va revenir assez souvent dans la doc, je pense que c'est bien de l'avoir en tête. Ça a été créé initialement pour gérer les flux RSS, mais maintenant on peut l'utiliser avec quasiment tout. Et puis vous avez ces deux repositories GitHub qui sont assez sympas en termes de ressources. Le premier contient des exemples dans plusieurs langages, donc c'est assez sympa. Et le deuxième, c'est celui du W3C. Alors concrètement, les WebSub, qu'est-ce que c'est? C'est un écosystème de publishers, de hubs et de subscribers. Alors en publisher célèbre, on va avoir Medium. On va avoir CNN. Je suis désolée, j'ai cherché un vrai média, mais j'ai trouvé que des fake news. On va avoir WordPress, Blogger. Dans les hubs célèbres, on a Superfeeder, qui est celui, le vert, là, qui fait un peu Superman, qui a été racheté par Medium l'an dernier d'ailleurs. Mais Google App Engine en propose un qui est gratuit, qui est pas mal, si vous voulez démarrer. Et puis dans les subscribers, typiquement, ça va être Feedly, Flipboard, et des choses comme ça. Alors, comment ça se passe? Quelles sont les différences avec Webhooks? Vous allez voir qu'il y a on va retrouver plein de choses qui sont communes, des notions qui sont communes, mais il y a une étape qui est vraiment différente, c'est que quand on va vouloir s'abonner, il va falloir que le publisher, dans un premier temps, il soit passé par la phase dite de découverte. Et donc, la phase de découverte, c'est qu'en fait, il va nous donner deux liens. Donc, soit il les donne en header ou il les met dans sa page web. Il va nous donner deux liens qui sont Hub et Self. Donc Hub, ça va renvoyer vers le hub vers lequel il va publier, en fait. Et puis Self, c'est lui, tout simplement. Et à partir de là, le subscriber, il va pouvoir envoyer une demande de souscription au hub en disant, donc c'est une post request sur le hub, en disant, voilà, moi je suis en mode subscribe, le topic qui m'intéresse, c'est celui-ci, et puis ça, c'est ma callback URL. Donc là, on retrouve des trucs qui sont communs. Et c'est optionnel, mais vous pouvez rajouter un secret token. Et à partir de là, et c'est là que c'est vraiment différent, en fait, le hub, il va vérifier que vous êtes bien la personne que vous prétendez être et que vous voulez vraiment vous abonner à ce publisher. Et donc, il va faire une requête GET sur votre callback URL, il va reprendre les paramètres que vous lui avez donnés, et puis il va rajouter quelque chose, c'est le hub challenge que vous voyez là, c'est donc un string aléatoire, voilà. Mais ça, c'est optionnel. Il peut également vous rajouter cette variable, listSeconds, qui concrètement est la durée de vie de votre abonnement. Il y a des abonnements qui peuvent se terminer à un moment, ce n'est pas le cas selon tous les hubs, donc voilà, ne soyez pas étonnés si vous voyez ça. Et donc à partir de là, si vous voulez confirmer la souscription, il va falloir répondre à cette requête, à ce GET, il va falloir répondre avec une 200, et dans le corps de la 200, il faudra mettre le hub challenge et uniquement le hub challenge. Si vous mettez autre chose, c'est invalidé. Alors, comme exemple pour le Consumer Setup, je vous ai pris Facebook parce que je suis vraiment désolée, il faut que je vous avoue l'horrible vérité. Facebook se moque de vous.
Donc en fait, qu'ils font des webhooks. Et en vrai, c'est le meilleur exemple de web sub que j'ai trouvé sur le net. Donc déjà, parce que quand on veut créer une subscription, on a clairement cette notion de topic qui émerge, puisqu'on va pouvoir choisir entre une application, un user, je ne sais plus, il y a les permissions aussi, etc. Et puis ensuite, on va aller choisir les champs pour lesquels on veut être notifié quand il y a un nouvel événement. Et vous allez voir là, à l'étape d'après, pourquoi c'est le meilleur exemple des web subs. La grosse différence avec les webhooks, c'est que quand le publisher il va avoir du nouveau contenu à proposer, donc un nouvel événement, il va faire un ping sur le hub, donc il fait un post, et puis il dit, bon, bah, cette fois je suis en mode publish, et puis ça c'est l'URL de ma nouvelle ressource. OK ? Et donc là, le hub, il va procéder à la distribution du contenu, il va envoyer les notifications, donc il va faire un post sur votre callback URL, il va reprendre les deux links qu'on a vus, les deux liens qu'on a vus dans la phase de découverte, donc le hub qui lui n'a pas changé, mais le self lui est mis à jour avec la nouvelle valeur de la ressource. Et c'est là que c'est drôle. Alors, si vous avez donné précédemment un token, vous allez avoir ça va être une distribution authentifiée avec un SHA-1. Bon, c'est pas méga sécure, mais on va dire que c'est mieux que rien. Et là, en tant que subscriber, c'est à vous d'aller récupérer la ressource. Ouais, vous avez bien entendu. Donc par exemple, quand Facebook vous envoie une notification, et Facebook il vous envoie ça. Et il vous dit, voilà, le champ machin auquel tu t'es abonné, il a été modifié à telle heure. Voilà, débrouille-toi. Et oui, donc en fait, si vous êtes intéressé par le contenu, il va falloir refaire un appel pour récupérer la ressource. Et ça a une raison très simple, c'est que ça va leur permettre d'économiser en ressources plutôt que d'envoyer le contenu à tous les abonnements. Et la troisième grosse différence, on va dire, avec les webhooks, c'est qu'il est clairement identifié un process de désouscription, de unsubscribe, je ne sais pas, j'ai pas le mot en français, pour donc se désabonner, en fait, pour résilier son abonnement à un événement. On va refaire on va repasser par le même petit cycle qu'on a vu au départ. Donc on va refaire une post request sur le hub, et cette fois on va lui dire je suis en mode unsubscribe, mais ça c'est mon topic, et puis ça c'est ma callback URL. Et là le hub il va faire de la même façon qu'il vous avait déjà demandé si vous étiez vraiment la personne que vous prétendiez être et si vous vouliez vraiment vous abonner, là il va vous dire t'es sûr, tu veux te désabonner. Alors si tu veux te désabonner, voilà mon hub challenge, et vous allez lui renvoyer, et là c'est bon, c'est terminé. Alors du coup, si on revient sur les pour et les contre des webhooks, ce qu'on a résolu, c'est le problème de user experience et de manual setup, puisque là, globalement, on peut le faire par API. Mais on a un autre problème, c'est que maintenant, il va falloir qu'on fasse un autre appel pour récupérer la data. Bon. Au niveau des problématiques qu'on connaît des webhooks, par contre, il y a un truc qui est cool, c'est qu'on a résolu le problème des attaques DDoS. Si tant est que vous pouvez toujours gérer le nombre de requêtes qui va vous être envoyé depuis votre serveur, enfin depuis le serveur provider. Ce problème-là, il reste évidemment entier, mais vous allez toujours avoir le problème des notifications que vous pouvez manquer et des doublons. Donc, il va falloir toujours le gérer. Alors, on va faire une petite démo pour vous montrer que les webhooks, c'est facile. Donc là, j'ai mon repository. En fait, celui-ci, c'est tout simplement c'est le code que je vais vous faire là. Donc, il n'y a pas grand-chose dedans. Mais ça va me permettre de vous montrer comment on crée un webhook sur GitHub et comment ça réagit. Alors, j'ai donc une petite application. Alors, en l'occurrence, c'est pas celle-ci, c'est l'autre. Voilà. Alors, c'est une application JavaScript toute bête. J'ai un serveur Express. Pour le moment, il sait faire qu'une chose, il sait que répondre à une requête GET. Donc, on va lui rajouter autre chose. On va lui rajouter un post sur /webhook. Donc, hop. Et puis, on va aller, du coup, récupérer l'événement qu'on va recevoir. Donc, pour ça, on va aller regarder dans les headers de la requête, et puis on va chercher pour le XGitHub event qu'on a vu tout à l'heure. Et puis une fois qu'on a ça, on va pouvoir faire un switch sur l'event. Alors, il va y avoir le cas du ping. En fait, le ping, c'est tout simplement le premier événement que GitHub va nous envoyer quand on crée un webhook. Comme ça permet de vérifier que votre webhook fonctionne. GitHub, en l'occurrence, attend une réponse. Donc, on va lui répondre en disant « ping event received ». Voilà. Et puis, on va le loguer.
Je pense que j'ai mangé une parenthèse. Voilà. Donc on va le loguer là. Hop. Et puis une fois qu'on a ça, on va traiter en fait le cas qui nous intéresse nous pour de vrai, qui est le cas watch. Donc watch, c'est l'événement qui est levé quand vous mettez un repository en favori. Donc, pareil, on va répondre à GitHub en lui disant watch event received. Et puis par contre, on va essayer de loguer quelque chose d'un petit peu plus utile. Donc on va se dire que, par exemple, on voudrait connaître l'identité de ce nouveau watcher. Et pour ça, on va aller dans le body de la request, on va aller chercher le sender et plus particulièrement son login. OK. Puis on va quand même se mettre un petit default au cas où. Dans ce cas-là, on va renvoyer une 400. Et puis on va lui dire qu'on ne sait pas gérer cet événement-là pour le moment. OK. Donc, on va commencer par faire tourner ce code-là pour vérifier que je ne me suis pas vautré quelque part. Non, parce que je suis intimidée, c'est ma première conf PHP, alors je ne vous raconte pas. Bon, donc là, ça tourne, c'est cool, mais vous allez me dire, dites donc, tout à l'heure, tu ne nous aurais pas dit qu'on ne pouvait pas mettre du localhost? Et c'est tout à fait vrai. Donc, on va se servir d'ngrok pour exposer ça au monde entier. Donc, je vais prendre ça. Hop. Et puis là, donc ça c'est le repository. Alors si vous pouvez y aller, si vous avez des datas, allez-y parce que je vais avoir besoin de vous pour que la démo soit efficace. Donc c'est aneveu/webhooksdemo. Donc on va aller dans Settings. Et puis on va aller sur Webhooks. Et on va créer un nouveau webhook. On va lui donner notre payload URL. On va rajouter notre /webhook qu'on a déclaré là. Et puis, alors là, c'est le grand luxe, parce qu'on peut même demander à recevoir du XML ou du JSON. Soyons fous, on va prendre du JSON. Et puis, dans les individual events, on va prendre l'événement watch. Et on va créer notre webhook. Il faut que j'active. Et donc là, on voit qu'il est créé. Donc, on a déjà reçu un premier événement. Et donc maintenant, si on le met en favori, on a le new watcher qui apparaît. Et voilà, c'est aussi simple que ça. Merci. Bon, alors je vais faire vite, parce que j'ai encore plein de choses à vous dire. Donc, concrètement, en fait, quand utiliser quoi? Les webhooks, je les garderai pour les cas où c'est l'événement qui vous importe et pas la donnée sous-jacente. Parce qu'en fait, quelle que soit la pull request qui va être mergée, vous vous en fichez. Vous, ce que vous voulez, c'est lancer un job Jenkins et alerter vos développeurs pour savoir si le job est passé ou pas. Et donc là, les webhooks, ça convient très très bien. Et on peut aussi penser à l'IoT, parce que l'IoT, c'est pareil. Vous n'avez aucune idée d'à quel moment votre détecteur va capter quelque chose, mais vous savez que vous voulez y réagir immédiatement. Et puis par contre, le WebSub, je le garderai pour le cas où finalement, c'est pas tant l'événement qui est important. On va dire que l'événement est aussi important que la donnée, puisque vous voulez alerter vos utilisateurs qu'il y a quelque chose de nouveau, mais vous savez que c'est la donnée qui fait que l'événement va être consommé ou pas. Et donc dans ce cas-là, typiquement, c'est les vidéos YouTube, c'est les posts Facebook, c'est les posts sur les blogs. On va plutôt passer par du WebSub pour économiser les données. Alors, on enchaîne super vite, parce que du coup, j'ai plus que 15 minutes. Et on va parler de Push Technologies. Alors, les Push Technologies, en fait, c'est les WebSockets et les Server Sent Events. Les deux sont des spécifications de W3C, et les deux sont apparus à peu près à la même période, mais on va rire. Qui connaît Server Sent Events? Eh ouais, il n'y a pas grand monde, et c'est normal. Alors, la grosse différence entre WebSocket et Server Sent Events, en fait, c'est que WebSocket est bidirectionnel. Donc, le serveur et le client vont être capables d'envoyer l'un à l'autre des données. Alors qu'en Server Sent Events, c'est seulement le serveur qui est capable de pousser de la donnée au client. Donc ça, c'est la première grosse différence. La deuxième étant que les WebSockets vont supporter à la fois le texte et le binaire, alors que le Server Sent Event ne supportera que du texte. Si on regarde côté protocole, en fait, les WebSockets, ils ont leur propre protocole qui est basé sur TCP. Donc, ce qui se passe, c'est que quand vous allez ouvrir une WebSocket, en fait, le serveur, il va comprendre ça comme un upgrade request. Donc, il va switcher sur son protocole qui supporte du binaire et du bidirectionnel. Ça va lui permettre de rassembler toutes les requêtes sur le même port. Et donc, ça n'a plus rien à voir avec de l'HTTP. Server Sent Events, ça repose complètement sur HTTP. Pour s'en servir, en fait, il suffit de rajouter le petit header que vous voyez là, le text event stream, et c'est bon, ça fonctionne. Alors, vous vous en doutez, qui dit protocole dit qu'en termes de config,
Pour utiliser des WebSockets, il va falloir reconfigurer les proxys et les load balancers. Et en général, quand vous annoncez ça à vos ops, hein, vous arrivez tout guiré comme ça, « Hey, j'ai une super idée, on va faire des WebSockets !» Bon, bah, ça se passe pas très bien. Alors, il y a une bonne raison. Hein. En fait, c'est que déjà, tous les proxys ne gèrent pas les WebSockets, premièrement, et que même ceux qui le gèrent, ils ne le gèrent pas tous très très bien. Donc souvent, c'est juste un cauchemar à configurer et à maintenir. Et c'est la raison pour laquelle les ops sont un peu tendus sur le sujet. Server Sent Events, bon, bah, c'est de l'HTTP. Donc concrètement, le seul truc dont vous avez besoin, c'est d'être sûr que votre proxy va accepter une session à durée potentiellement indéfinie. Maintenant, si on regarde au niveau du format des messages, en WebSocket, il n'y a rien de prévu dans les specs. Donc c'est à vous de déterminer quel va être le format de votre message en WebSocket. C'est à vous de faire le parsing et le unparsing. En Server Sent Events, un message, c'est n'importe quelle ligne de texte qui commence par le préfixe data. Donc ça peut être une ligne, ça peut être deux, ça peut être un objet JSON, tout va fonctionner à partir du moment où il y a ce préfixe. Et le truc qui est super avec les Server Sent Events, c'est qu'on va avoir d'autres champs à notre dispo. On va avoir le champ ID, le champ event et le champ retry. Alors ceux-là, on va les garder en tête, on va les voir juste après. Un petit exemple d'implémentation. Donc là, c'est du JavaScript, mais globalement, c'est à peu près pareil dans tous les langages. Vous avez des librairies pour les deux et c'est très très proche. Et en plus, les deux sont proches entre eux. Ça, c'est assez cool. Les WebSockets, en fait, pour les utiliser, vous allez créer un objet WebSocket et vous allez passer votre API en paramètres avec le préfixe WS ou WSS si vous sécurisez la connexion. En Server Sent Events, bah, vous allez créer un Event Source Object, mais c'est pareil. Ensuite, vous allez pouvoir vous enregistrer à des callbacks. Alors le premier, c'est le onOpen, donc qui évidemment est appelé au moment où la connexion est ouverte. Alors ça, c'est pas mal, notamment en WebSocket d'y jeter un œil, parce que le moment de l'ouverture de la connexion, c'est fait de manière asynchrone. C'est le moment où tout peut mal se passer. Et donc, potentiellement, ça peut être intéressant de s'assurer que la connexion est ouverte avant d'envoyer des données depuis le client vers le serveur, par exemple. Le deuxième callback, c'est le onMessage. Et donc là, bah, forcément, en WebSocket, vu qu'on n'a rien de prédéfini dans la spec, donc ça va être à nous de faire tout le boulot pour récupérer les infos. En Event Source, bah, on appelle simplement le champ data sur notre objet et c'est bon. Et puis le dernier, c'est le onError. Donc celui-là, je pense que Captain Obvious, hein, je ne vous l'explique pas. Par contre, ce qui est intéressant ici, c'est que les Server Sent Events vont nous permettre de nous abonner à des événements arbitraires. Donc, si on revient sur notre slide d'avant, si on a eu cette merveilleuse idée d'utiliser le champ Event, par exemple, eh bien, on va pouvoir dire à notre Event Source d'ajouter des Event Listeners sur les événements de type foo ou les événements de type bar. Et ça, c'est intéressant parce que déjà, peut-être qu'on n'a pas envie de faire le même traitement pour tous les événements, et puis peut-être que tout simplement, on n'est pas intéressé par tout ce que le serveur va renvoyer. Donc ça, c'est possible en Server Sent Events. Maintenant, on parle de streaming de données. Donc forcément, qu'est-ce qui se passe quand la connexion pète? Bon, bah, malheureusement, en WebSocket, il n'y a rien de prévu. Hein, donc ça va être à vous de remonter vos manches et puis de trouver une solution. En Server Sent Events, on a deux mécanismes super cool. On en a un qui est le Reconnection Timeout. Donc en fait, si la connexion est interrompue, pour quelque raison que ce soit, le navigateur va être capable d'essayer de se reconnecter après 3 secondes, automatiquement. Et si jamais ce délai de 3 secondes ne vous convenait pas, pour quelque raison que ce soit, vous prenez votre petit champ retry, là, vous changez la valeur, et hop, c'est bon. Et c'est là où on va voir la puissance du dernier champ, le champ ID. Si vous avez donné un ID spécifique à votre message, eh ben, le navigateur, quand il va appeler le serveur en essayant de se reconnecter, il va être capable de rajouter un petit header dans sa requête et lui dire bah, ça, c'est mon last event ID. Ça, c'est le dernier truc que j'ai reçu. Qu'est-ce qui s'est passé depuis? Donc, c'est assez pratique. On va parler du sujet qui fâche. On va parler support navigateur. Alors, les WebSockets sont nativement supportés par tous les navigateurs. C'est la raison pour laquelle vous connaissez tous WebSocket et pas Server Sent Event. Parce que Server Sent Event n'est supporté que par les navigateurs modernes. Voilà. En vrai, c'est pas très très grave parce qu'il y a des polyfills et que du coup, on va pouvoir gérer et les vieilles versions des navigateurs et Internet Explorer. Alors par contre, parce que une révolution à la fois pour Edge, c'est under consideration. Comprenez, il ne faut pas changer toutes les habitudes d'un seul coup. Pouf. Voilà. Alors, niveau mobile, par contre, ça se passe un peu mieux, puisque là, c'est égalité la balle au centre. Il n'y a que Opera qui supporte aucun des deux.
Maintenant, en termes de performance, alors ça, c'est des chiffres qui viennent d'un blog post de Mathias Nelson. Donc Mathias, c'est un développeur qui avait développé Birdwatch. C'est une application qui permettait de visualiser les streams de tweets en temps réel. Et du coup, lui, son besoin, c'était de précharger 500 tweets quand il lançait son application Play 2. Petit troll au passage. Et donc forcément, il a commencé avec WebSocket parce que c'était ce qu'il connaissait. Et puis en fait, il avait tellement d'issues qui étaient ouvertes dans son GitHub par les utilisateurs et qui à chaque fois venaient de la config des WebSockets qu'il s'est dit c'est pas possible, il faut que je trouve une autre solution. Donc il est passé à SSE, puis il a fait ce petit bench là pour s'assurer qu'il perdait pas en perf. Alors déjà, la grosse surprise, ça a été de voir que l'implémentation de la même techno au sein de plusieurs navigateurs, il y avait des écarts du simple au double. Mais ensuite, il s'est aperçu que dans son cas à lui, les serveurs sentiment, c'était bien plus approprié. Et le truc drôle, c'est que ça lui a pris plus de temps d'écrire le blog post que d'écrire l'implémentation. Vous allez voir pourquoi. Donc en fait, c'est comme à chaque fois, c'est pas qu'il y a une mauvaise technologie et une bonne technologie, c'est pas comme pour le chasseur, c'est juste qu'en fait, il y en a une pour chaque techno. Et donc, si vous voulez faire des jeux vidéo ou du chat, oui, c'est sûr, il va vous falloir du bidirectionnel et puis potentiellement, il va falloir supporter du binaire. Mais la plupart du temps, dans nos applications, on se contente d'envoyer du texte depuis le serveur vers le client. Et toujours, la plupart du temps, on peut tout à fait gérer en fait ce qui revient du client avec des requêtes POST classiques. Et donc, dans ce cas, Server Sentiment sera beaucoup plus simple et beaucoup plus approprié. Et alors là, je vous donne un petite astuce en bonus. Vous pouvez encore réduire le volume de données pour être encore plus efficace. Et ça, on peut le faire simplement en fait en utilisant JSON Patch. Donc JSON Patch, ça définit tout un ensemble d'opérations qui peuvent être appliquées sur un document JSON. Donc il y a... je suis large. Il y a tout ce qui est suppression, ajout, modification, etc. Donc si on imagine que, par exemple, le premier événement qui m'a été levé, c'est ce document-là. Ça, c'est mon document entier. Okay. Et puis à l'appel suivant, le serveur va m'envoyer, en fait, il va me dire il n'y a eu que 2 modifications sur tous les champs de ton document. Plutôt que de me renvoyer le document, en fait, ce qu'il va faire, c'est qu'il va m'envoyer ça. Et là, je sais clairement ce qui s'est passé. Je sais clairement ce que j'ai à remplacer. Et j'ai plus qu'à utiliser ma librairie JSON Patch pour l'appliquer sur mon document initial. Et donc, c'est beaucoup plus efficace et beaucoup plus léger. Alors, je vais vous faire une petite démo. Et pour ça, je vais m'appuyer sur StreamData.io. Donc, en fait, c'est mon ancienne boîte. Qui propose un proxy qui est disponible en SaaS. Et en fait, le proxy, il va se charger de transformer toutes les API JSON en flux de données temps réel en vous envoyant du server sent events. Et donc, c'est assez intéressant parce qu'en fait, ce qui se passe, c'est qu'ils ont rajouté un cache dynamique. Donc, si vous avez des clients qui rejoignent la session en cours de route, ils n'ont pas besoin d'attendre après le prochain polling. En fait, ils peuvent aller chercher simplement les données du dernier dans le cache. Alors oui, pour le moment, ça fait du polling parce qu'en fait, ça permet d'être complètement transparent pour l'API provider derrière. Lui, il n'a pas de modification à faire et vous, en tant qu'utilisateur, vous pouvez utiliser n'importe quelle API sans vous soucier de ce qui se passera mal parce que c'est le proxy qui va le gérer. Et il y a un truc intéressant, c'est les incremental updates. Donc, ils ont utilisé JSON Patch et concrètement, c'est ce qu'on vient de voir, c'est-à-dire que si entre 2 appels, rien n'a changé, on ne va rien recevoir. Et puis, s'il y a seulement 2 champs qui ont changé, on va seulement recevoir ces 2 champs. Alors, on va voir tout de suite comment ça marche. Donc je vais commencer par créer une petite application, à mon avis, voilà, normal, je me suis fait déconnecter, ça me rassure quelque part. On va créer une application démo. Donc quand mon application est créée, j'ai un token qui est généré, ça m'assure que mes données ne sont pas visibles par la Terre entière. Et puis là, vous pouvez copier-coller n'importe quelle API que vous voudriez tester pour voir ce que ça donne. Là, je vais garder celle-ci. En fait, celle-ci, elle simule des données de marché, donc c'est pas mal parce qu'elle répond assez vite. Et je vais copier-coller ça dans le terminal, comme ça on va voir à quoi ça ressemble tout de suite. En fait, on pourrait même le faire là, d'ailleurs, ça peut être plus lisible. Non, il veut pas. Si je lui mets le cœur l'avant, c'est sûr, il veut pas, c'est normal. Je ferai la tête tout pareil à sa place. Voilà. Et donc là, en fait, on reçoit notre premier événement, qui est typé, qui est de type data, et puis j'ai un ID. Et ensuite, ce que je reçois, c'est des patchs. Et donc là, je vois bien que j'ai que le diff à chaque fois. Donc maintenant, ce que je vais faire, c'est que je vais aller changer la polling frequency pour que ce soit un petit peu plus sympa. On va la mettre à 1. Donc là, normalement, si je reviens, c'est mis à jour dynamiquement. Normalement. Voilà, ça s'est mis à jour. Et puis maintenant, on va aller voir le code. Alors, lui, on va le fermer. Donc ça, c'est encore un projet JavaScript, vraiment tout ce qu'il y a de plus bête. J'ai simplement importé ma librairie Eventsource et ma librairie JSON Patch. Et avec ça, ce que je vais faire, c'est que je vais déclarer mon API, déjà. Je vais simplement réutiliser l'API que m'a donné le proxy.
Hop. On va fermer ça, on va se faire de la place. Donc c'est l'API du proxy, l'API que je veux streamer et mon token. Maintenant, je vais pouvoir déclarer mon objet event source. Je vais y arriver. Donc je vais déclarer un new event source et je vais lui passer l'API en paramètres. Je vais me déclarer un tableau que je vais appeler data pour stocker justement l'objet. Et puis un objet last. En fait, on va regarder comment évolue simplement le prix de la première valeur. Alors une fois que j'ai ça, ce qu'on va faire, c'est qu'on va ajouter un event listener sur l'événement data, qui est donc le tout premier qu'on a reçu, hein, okay, et qui va nous envoyer notre snapshot finalement de données. Et pour l'assigner à data, c'est très très simple. En fait, je vais faire un JSON parse de snapshot.data, puisque c'est du server Sentivents, donc j'appelle le champ data et je récupère toute ma donnée. Et mon last, du coup, ça va être, on va prendre le premier objet de la liste et puis on va aller prendre le prix. Et donc, on va le loguer pour voir ce que ça donne. Donc, ça va être first value for, donc on va se dire data 0 title égale, et on va prendre last. Voilà. Et ensuite, une fois qu'on a fait ça, et du coup, on peut rajouter un nouveau event listener, mais cette fois, on va le mettre sur patch, puisque donc après, on a des events de type patch. Et là, cette fois, évidemment, on ne va pas récupérer un snapshot, on va récupérer des patchs. Alors, pour la lisibilité, je vais commencer par le parser dans une variable intermédiaire. Donc, on va dire patches.data. Et ensuite, je vais utiliser ma librairie JSON patch et je vais faire un apply patch sur mon objet data de ce patch. Et je peux réassigner mon last, tout pareil. En fait, je vais coller ça, ça va aller plus vite, vu qu'on est un petit peu pris par le temps. Hop, voilà. Et si on lance ça, hop, voilà. Donc là, on a notre première valeur. Alors, ça ne va pas changer à chaque fois, parce que ce qui se passe, c'est qu'il change les valeurs aléatoirement. Donc là, probablement, ce qui s'est passé, c'est que c'est les autres champs qui sont mis à jour, et à un moment, on va recevoir une nouvelle valeur pour le champ 1. Voyons voir ce qui se passe. Donc là, il m'a mis 1,22, donc on devrait l'avoir quelque part quand même. On est sur le patch. Alors, j'ai peut-être un léger décalage, je ne sais pas. Tac, 73, 87, voilà, il a chopé le 87. A priori, il en a loupé entre deux, mais c'est bon. Il a récupéré. Voilà. Donc, j'espère que je vous ai convaincu que Server Sentivents, c'est l'avenir du streaming de données. Hein. Et si c'est le cas, vous pouvez aller voter pour le support dans Microsoft Edge. Ça serait cool. Merci beaucoup. Alors, je pense qu'on a peut-être 5 minutes pour les questions, s'il y en a. En termes de ressources, serveur, jouer avec du WebSocket ou du serveur Sentivent, est-ce qu'il y a une différence d'impact? Parce que pour le client, on a vu, mais pour le serveur en lui-même, qu'est-ce que ça change? C'est une très bonne question. J'ai pas la réponse, en fait. Il faudrait que je demande à mes anciens collègues, parce que j'ai pas travaillé sur l'implémentation côté serveur. Donc ouais, c'est une très bonne question. Je pense pas que ça change des masses, hein, honnêtement, parce que c'est assez léger à utiliser. C'est juste une librairie que tu importes. Après, par contre, ça peut... ouais, non, Marc, côté serveur, non. Ça doit pas être très différent, je pense. Ça doit être même plus simple, en fait, puisque tu n'as pas à reparser tout le bazar. Donc, bon. Mais très bonne question, je me la note. Une autre question à laquelle je saurais répondre de préférence? Bon, et ben merci beaucoup.